Quasiment un Français sur deux est en état de surpoids. On en charge une perte de poids sans aborder le sommeil. Tu vois, c'est que moi je trouve ça révoltant. Personne va te donner une médaille parce que tu travailles 15 heures par jour. Ce qui est important, c'est d'être efficace dans ton travail, d'avoir des résultats. Quand tu sens que tu commences à vieillir, tu commences à sentir que tu perds tes capacités. Là, tu as cet électrochoc, tu vas chercher à l'aide. On parle 1 heure. Je te donne le plan parfait qui te servira pour 10 ans. Il faut passer plus de temps ensemble. C'est pour ça que pour moi, le suivi sur plusieurs mois, c'est ce qu'il faut pour créer une autonomie. L'alcoolisme. Ça détruit des vies. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Nutrition Sport Health. Alors, chose promise, chose due. Le précédent podcast en studio a très bien marché avec Tristan notamment. Et donc, pour cela, je suis de retour en studio à la capsule avec Tristan. Bonjour Tristan. Bonjour Arthur, merci pour m'inviter encore une fois dans ton podcast. C'est avec plaisir. Notre épisode avait vraiment super bien marché. On avait eu des bons retours. Et donc, c'est normal, effectivement. Et donc, voilà, je voulais te revoir assez vite pour cette nouvelle année. Donc, qui dit nouvelle année dit peut-être pour beaucoup résolution de la nouvelle année. Donc, ça va être un peu le thème de ce podcast, tout en liant ça avec un sujet qui t'intéresse particulièrement, la longévité. Bien sûr. Et donc, question toute bête, est-ce que toi, tu as pris des résolutions pour cette nouvelle année par rapport justement à améliorer ta longévité ? Bien sûr. Alors, par rapport à la longévité, mes résolutions pour 2026, moi j'essaye depuis des années de mettre des nouvelles résolutions dans ma vie, mais là j'en ai choisi qu'une seule, qui est tout simplement d'améliorer mon accompagnement et d'accompagner plus de personnes, d'avoir plus d'impact, notamment sur les réseaux sociaux. C'est pour ça aussi que je fais des podcasts avec toi, avec d'autres, que j'ai lancé mon podcast pour justement parler des sujets qui sont très importants, de la santé publique, de la longévité, améliorer son état de forme et dire des choses, je l'espère, différentes et sous un autre angle que ce qui se dit beaucoup sur les réseaux sociaux. Ok, donc tu as aussi développé toi un podcast à côté sur... Ça y est, je bug déjà. Oui, tout à fait. Il s'appelle Kaizen Longévité. Ah, Kaizen. Donc Kaizen, tu sais, en fait en japonais ça veut dire l'amélioration continue et c'est simplement par petites incrémentations d'améliorer de jour en jour. Donc on entend beaucoup 1% meilleur chaque jour, les choses comme ça. Et puis à la fin de l'année, ça fait beaucoup, tu vois, c'est l'effet composé. Mais dans l'idée, c'est ça, c'est de construire en fait un système d'amélioration qui se peaufine de jour en jour et surtout qui est adapté à soi. Donc c'est quelque chose que j'applique pour moi, que j'applique pour mes suivis et que j'applique aussi pour mon entreprise. Et ça marche très bien jusque-là. Et du coup, pour tes patients clients, vu que tu as la casquette de diététicien... Moi, je les appelle clients aujourd'hui Okay. pour dénoter justement le côté médical. Je pourrais les appeler patients aussi, mais c'est je disais ça parce que tu avais la double casquette de diète et de coach sportif. Tout à fait. Mais du coup, en cette nouvelle année, qu'est-ce que tu pourrais conseiller justement à tes clients, du coup, pour mieux entamer leur année et se diriger vers une meilleure longévité ? Alors, ce que je peux conseiller à mes clients le savent déjà parce que, si tu veux, quand ils commencent un suivi avec moi, on met directement les pieds dans le plat et ils savent exactement où ils vont, comment ça va se passer. Tout est clair et de toute façon, on ajuste de jour en jour, de semaine en semaine. Donc, eux, c'est pas vraiment des personnes qu'il faudrait briefer. C'est plutôt les personnes, justement, qui sont un peu dans le flou, qui n'ont pas des objectifs très bien définis, qui sont justement dans cette espèce de brouillard. Ils aimeraient bien peut-être une meilleure longévité, une meilleure santé, avoir plus d'énergie, être plus heureux, avoir plus d'argent, etc. Mais ça marche pas comme ça. C'est par des actions vraiment concrètes qu'on arrive à avancer sur un chemin. Sinon, il n'y a pas de chemin. On avance dans le vide. On est aimless. Et du coup, là, on est justement dans le thème des bonnes résolutions. Qu'est-ce que tu penses, toi, personnellement, de tout cet engouement autour du Dry January ? Est-ce que c'est quelque chose qui te paraît utile, pas utile, surfait, peut-être en lien avec l'air du temps, au final Ok. Alors, le Dry January, donc, on pourrait le traduire par le janvier sec ou le janvier sans alcool. Je pense que c'est une excellente chose parce que l'alcool, c'est un toxique. C'est peut-être
la drogue la plus admise en société. Et même, Elle est plus qu'admise, elle est légalisée même, du coup, en société. Oui, c'est ça. Ça, Elle est c'est... légalisée, admise. Et selon le cadre, l'environnement dans lequel on est plus ou moins encouragé à consommer de l'alcool et à mettre de l'éthanol dans son sang. Moi, je pense que la consommation d'alcool, ça devrait être plus régulé, honnêtement. Après, je crois que la liberté individuelle, c'est extrêmement important. Donc, les gens qui boivent de l'alcool sont majeurs normalement, ils font ce qu'ils veulent, mais par contre, ils se défoncent la santé, comme pour les fumeurs. C'est qu'on sait que ça augmente le risque d'à peu près toutes les pathologies. Et dès la première goutte d'alcool, on augmente le risque de cancer, on augmente le risque de maladies cardiovasculaires, de maladies neurodégénératives, d'affections hépatiques aussi, de détruire son foie en faisant des lésions hépatiques, puis ensuite avec le tissu cicatriciel, ça se mène dans une cirrhose, comme tu le sais. Donc première cause de cancer du foie. Et Effectivement. quand tu as le foie abîmé, bon, Pas grand-chose, ouais. ça sent le roussi, même si le foie il a une capacité de régénération incroyable, c'est l'organe qui se régénère le mieux. Je pense que l'alcool, tu vois, je pourrais te citer des effets néfastes pendant 1 heure, il n'y a aucun souci, mais le mieux, c'est d'arrêter ça dans sa vie. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais avec mes suivis. J'en ai sorti beaucoup de l'alcool, voire parfois de l'alcoolisme. Parce que si tu veux augmenter ta longévité, ton niveau d'énergie, perdre du poids ou gagner du muscle, dans tous les cas, l'alcool, ça va affecter toutes ces verticales. Non, justement, c'est pour ça que je voulais en revenir. C'est vrai, comme tu l'as dit, il n'y a pas de seuil par rapport aux effets néfastes de l'alcool. Mais c'est vrai que moi, je ne sais pas si je suis vraiment pour Dry January, enfin, ou le mois sans alcool, parce que j'ai l'impression qu'en fait, ça pousse les gens. euh, c'est une bonne action, effectivement, de ne pas boire d'alcool, mais ça pousse les gens justement à se dire: ah bah c'est bon, j'ai arrêté de boire pendant un mois, maintenant, allez, c'est bon, je peux reprendre, quoi. Et c'est vrai que c'est plutôt cet aspect-là, moi, qui me gêne. Je sais qu'en Belgique, c'est plutôt en février, le mois sans alcool. Ah bon? Alors, je sais pas si c'est parce que c'est le mois où il y a le moins de jours et donc ils ont besoin tu sais, de plus vite boire de l'alcool. Mais en tout cas, effectivement, le fait d'arrêter l'alcool dans sa vie et surtout dans son quotidien, parce que voilà, quand on devient alcoolique, ça peut être délétère pour sa santé, mais ça impacte aussi tous les gens autour de soi, sa famille. Enfin, ça crée des drames, en fait, l'alcoolisme. Ça détruit des vies. Non, effectivement. Et du coup, par rapport à tes suivis, comment toi, tu les prends en charge finalement par rapport à l'aspect nutrition, activité physique? C'est vraiment du personnalisé, du suivi Mais évidemment, tu peux pas faire du suivi générique pour moi, ou alors c'est pas vraiment un suivi. Tu donnes tu es obligé pour moi d'individualiser la prise en charge nutritionnelle, évidemment, même si c'était quelque chose de très générique, par exemple une prise de masse musculaire, où je vais te dire, voilà, tu prends tant de calories, tu prends tant de protéines, de lipides, de glucides. Chaque corps est différent, chaque corps a des besoins physiologiques différents, et donc tu es obligé d'individualiser la nutrition, d'autant que par exemple, et ça c'est ce que beaucoup de coachs ne prennent pas en compte, c'est que tu peux avoir des allergies alimentaires plus ou moins prononcées. Donc là, il y a déjà un versant médical de la nutrition. C'est pour ça que toi et moi, nous sommes assurés par rapport à ça, parce qu'on est des professionnels de santé. Mais il y a aussi le côté de l'aversion, de trouver la bonne tactique pour la personne pour aller vers son objectif. Parce qu'en fait, tu sais que le principe pour la perte de poids, je vais le redire, c'est le déficit énergétique. Mais pour arriver à ce déficit calorique journalier, il y a plein de tactiques. Et nous, on les connaît toutes. C'est que tu peux passer par quelque chose qui se rapprocherait plus d'une alimentation cétogène, par du jeûne intermittent. Il y a des personnes pour qui ça convient très bien, et notamment avec leur travail, peut-être intellectuel, où ils peuvent avoir cette période de deep work le matin, très importante, où ils vont faire les tâches les plus compliquées et ils seront super sharp mentalement parce qu'ils n'ont pas l'effet de la digestion
Et donc, tout le flux sanguin sera disponible pour leur cerveau. Mais il y a énormément de manières de perdre du poids qui sont efficaces. Et ce qui est important, c'est l'adhésion, l'efficacité, que ça te plaise. Et puis, même une fois que tu as perdu ce poids en trop, que tu es arrivé peut-être au corps que tu voulais, que tu puisses le garder le plus longtemps possible. C'est vrai que maintenir un physique sur le long terme, en tout cas du point de vue esthétique, mais aussi du point de vue efficience, efficacité, c'est vraiment quelque chose que tu dois construire au quotidien. Et donc, j'imagine c'est ce que tu fais, toi, avec tes coachés, c'est tu les suis vraiment quotidiennement dans leurs objectifs, Je quoi. suis toujours avec eux. Ils sont jamais seuls. S'ils ont besoin de moi, je suis là. C'est Sauf là, on est en vraiment podcast prenant. ensemble, donc Bien oui, mon bien portable, évidemment. il est loin, mais si tu veux, oui, à 4 heures du matin, je dors. Mais C'est même mieux ouais, je me tiens disponible. J'ai agencé ma vie afin autour du que. coup de tes coachés. Tout à fait. Bah, c'est mon activité, donc pour que quand ils ont besoin, je suis là. Et surtout que je suis là au bon moment. Et c'est pour ça que pour moi, le suivi est infiniment supérieur aux consultations classiques qu'on a au cabinet quand on est nutritionniste libéral, parce que les personnes vont peut-être prendre, voilà, ils réservent sur Doctolib, ils prennent une consultation avec toi, ça dure 45 minutes. Donc, tu vois, on a le temps peut-être de faire le bilan, de voir c'est quoi la grosse problématique. Mais en fait, tu peux pas construire un plan de A à Z pour eux, personnalisé. Et en fait, tu te rends compte aussi, à mesure que tu discutes avec eux, moi, je découvre mes suivis aussi au fil des semaines, parce qu'ils vont me faire des retours, ils vont m'envoyer des choses, des habitudes. Et là, je vais déceler, mais attends, c'est néfaste pour toi. Ça, c'est pas normal. Mais ça, ils me l'auront peut-être pas dit La première fois, initialement. ouais. Même si moi, je fonctionne avec un questionnaire relativement exhaustif pour essayer de voir les axes principaux, de voir les angles les plus importants. Mais ça s'améliore au fil du temps, en fait, ta routine. Tu peux pas, voilà, on parle 1 heure, je te donne le plan parfait qui te servira pour 10 ans. Il Oui, faut non. passer plus de temps ensemble. C'est pour ça que pour moi, le suivi sur plusieurs mois, c'est ce qu'il faut pour créer une autonomie. C'est comme quand tu te formes, tu crées une autonomie intellectuelle sur un sujet, tu as besoin de te former pendant des mois, voire des années. Ben, je suis tout à fait d'accord avec toi. Effectivement, le suivi, pour en tout cas atteindre les objectifs du patient, client, c'est essentiel. Je suis désolé parce que moi, je ne suis pas dans l'aspect coach sportif, donc je ne peux pas vraiment dire client, mais bon, effectivement, c'est eux qui me rémunèrent, bien évidemment. Euh, Par rapport du coup à l'aspect bonne résolution, c'est quoi la chose que tu conseillerais de changer du coup, à part l'alcool, à tes coachés? Si tu devais en choisir une ou deux, allez. Ah, pour mes coachés, Ouais, pour tes coachés, bah, pour cette année 2026, hein, imaginons que tu les vois demain, un nouveau coaché, quelle serait la résolution que tu vas lui de donner toute façon, mes coachés, leur résolution et leur priorité dans leur vie, souvent, quand je les prends en charge, bon, il y a évidemment leur business, leur activité, c'est ce qui les rémunère, c'est dans quoi ils veulent progresser, mais c'est la santé. Et que, à un moment, quand tu commences une prise en charge individualisée avec quelqu'un, c'est que le besoin, il est fort. Tu vois, Bien sûr. même, alors, tu peux avoir un besoin fort sans forcément passer à l'action et en délaissant la santé. Tu vois, j'ai eu des personnes dans ma famille qui n'étaient pas en super santé, ils n'en faisaient pas pour autant la santé leur priorité. Tu vois. Et souvent, c'est quand tu sens que tu commences à la perdre, tu commences à vieillir, tu commences à sentir que tu perds tes capacités, que là, tu as cet électrochoc et que tu vas chercher à l'aide. Parce qu'avant, quand tu es jeune, il y a très peu de jeunes qui initient du suivi, sauf quand ils sont dans ils sont Dans une obligation peut-être. dans une obligation ou dans un objectif de performer à haut niveau. Mais sinon, quand on est jeune, souvent, bah, on fume, on boit, peut-être on prend des drogues, on fait des nuits blanches, on s'en fout de la santé parce qu'on l'a et qu'on arrive à récupérer extrêmement vite. Sauf que même si tu es jeune, tu vas payer les pots cassés. Ça, je te le garantis. C'est la théorie de triage aussi. Je ne sais pas si tu le connais. Non, non, vas-y, Mais développe.
En clair, c'est la théorie que quand tu sacrifies du capital santé très tôt, Mmh. tu vas potentiellement pas le ressentir au moment T. Par contre, ça va t'impacter peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans, 60 ans plus tard. Tu vois? Tu vas endommager ton espérance de vie. C'est comme si tu allouais tes ressources, pour prendre l'exemple de l'insulinorésistance. Ton pancréas, il va compenser pour Effectivement, pouvoir ouais. faire rentrer les cellules les molécules de glucose dans tes cellules. Mais à un moment, le pancréas, il s'épuise et c'est à ce moment-là que tu as un prédiabète de type 2, un diabète de type 2, qu'après, tu te détruis la santé et tu exploses tous tes organes. Et justement, puisque on se suit beaucoup sur les réseaux sociaux, j'avais vu un post très intéressant que tu avais publié sur LinkedIn sur un peu une sagesse japonaise du samouraï. J'aimerais bien quand même que tu la partages parce que Ah! celle-là, elle était vraiment bien. Parce que je me suis un peu. Enfin, tu l'as dit dans ton post, mais c'était une philosophie un peu que tu as appliquée pendant longtemps et je me suis un peu reconnu dedans. Donc, est-ce que tu pourrais un peu développer cela? Cette D'accord. philosophie un peu à la Je vois japonaise. de quoi tu parles. Donc, je parlais du livre, Le traité des 5 roues de Miyamoto Musashi, le samouraï le plus fort de l'histoire du Japon. Il a fait plus de 60 combats à mort qu'il a gagnés. Et il a écrit justement vers la fin de sa vie, dans une caverne, dans une montagne, un petit peu sa philosophie de vie par rapport au duel, à la stratégie, à la vie aussi. Et ce que je trouve extrêmement intéressant dans ce livre, alors ça pourrait paraître une banalité dit comme ça, mais évidemment, en venant de lui, avec son expérience, son niveau, ce qu'il a vécu, c'est-à-dire que ça a plus d'impact que quand c'est moi qui en parle sur LinkedIn. Ouais. Euh, il dit notamment que on est beaucoup à complexifier les choses, théoriser, alors que lui, ce qu'il a toujours visé, c'est l'efficacité maximum dans son art, dans sa manière de combattre. Et c'est pour ça que c'était le meilleur. Peut-être qu'il n'était pas le meilleur techniquement, même si c'était Oui, l'un bah, des meilleurs. bien Il évidemment. était sans doute pas le meilleur en tout. Tu vois, c'était pas forcément le plus grand et peut-être pas le meilleur sabre, mais c'était le meilleur pour mettre le coup décisif, le coup qui tue. Et pour moi, c'était une bonne leçon parce que moi, j'ai toujours, si tu veux, corrélé mon mérite avec mon niveau de souffrance, que ce soit dans le sport, que ce soit dans le travail, les études. C'est quand j'étais dans le dur que je sentais de la pénibilité. Mmh. Plus je me cassais le dos et plus j'avais l'impression d'être méritant. Mais en fait, on s'en fout. Personne va te donner une médaille parce que tu travailles 15 heures par jour. Personne te donnera des éloges par rapport à ça. Ce qui est important, c'est d'être efficace dans son travail, d'avoir des résultats, même si ça te prend beaucoup moins de temps que les autres, tant mieux. Et moi, je te recommande, et je recommande à tous de lire ce livre, Le traité des 5 roues de Miyamoto Musashi. Il parle beaucoup de combats, de sabres, donc si t'es pas épéiste, ça va peut-être te plomber, mais je pense qu'il y a des grandes leçons à en tirer. Mais justement, je pense que ça, c'est vraiment un conseil qu'il faut donner à tous ces patients. C'est vrai qu'on est dans une société, justement, où parfois on a l'impression qu'on doit en faire toujours plus. Euh, Oui. et pareil pour, justement, l'atteinte d'objectifs, par exemple, sportifs ou en tout cas de perte de poids. On a l'impression qu'on doit vraiment sentir cette souffrance pour avoir, entre guillemets, les résultats. C'est un peu je trouvais que ça rejoignait un peu cette philosophie en musculation du no pain, no gain, tu vois. Ouais. La musculation, c'est particulier. En fait, toutes les activités sont pas comme ça. Par exemple, si on prend l'exemple du business, Mhm. les business, c'est que tu réponds à un problème avec une solution efficace et personne te rémunère pour ça. Donc, tu vois, la souffrance n'est pas du tout une cause de pourquoi les personnes te rémunèrent. Ils s'en foutent que tu aies souffert ou non. Mais en musculation, on va chercher le phénomène de suradaptation de tes tissus et donc il faut se rapprocher de l'échec musculaire.
Et donc là, c'est aller chercher à être un peu dans le dur, chercher la progression. Mais la musculation, c'est vraiment à part. Tu trouves que c'est à part Alors, par rapport à... dans une certaine mesure. Mais si tu veux, si tu restes toujours dans le light, que ce soit la musculation ou dans le cardio, d'accord, ça va développer tes capacités. Pour l'exemple du cardio, ça va développer ta caisse aérobie. Mais si tu veux augmenter le niveau, il faut avoir parfois des moments où tu es dans le dur. Donc c'est toujours, tu vois, un équilibre, un milieu. C'est pas toujours être dans le dur. Ça ne marche pas. C'est très peu efficace pour progresser en musculation ou en cardio. Et peut-être dans d'autres domaines. Mais si c'est toujours facile, t'es loin de l'optimal. Donc il y a vraiment une sweet zone. Et ce sweet spot, il faut le trouver pour chacun dans son domaine. Ça marche. Du coup, c'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais toi, tu suis principalement des entrepreneurs. Oui. Donc, tu connais un peu mieux ce profil que moi. C'est quoi effectivement leur grande problématique à enfin, c'est pas vraiment une caste, mais à cette catégorie de personnes Les entrepreneurs, ils sont vraiment particuliers, ils sont tous C'est pour différents. ça. Et souvent, ce qui revient, et pourquoi je me suis spécialisé aussi pour eux, c'est qu'ils ont des problématiques vis-à-vis de la charge mentale, des responsabilités. Ils sont écrasés sous la pression. Euh, Parfois, ils se réveillent la nuit, ou ils dorment pas, ils travaillent énormément. Et dans d'autres moments, tu vois, ça va beaucoup mieux. C'est pas du tout linéaire, je pense, l'entrepreneuriat. Ouais, non, ça c'est clair. C'est beaucoup Voilà, il y de a haut et beaucoup de bas, de remise en sinuosité. question, Ouais. de doutes. Et je pense qu'ils me prennent aussi, pas seulement pour l'aspect santé. Bon, tu vois, ça, si tu veux, sur le papier, c'est la raison. C'est que ils ont pris du gras, ils sont fatigués, et ils sentent que, voilà, physiquement, ils perdent des capacités et que ça impacte leur business, leur quotidien et leur environnement parfois. Mais ils ont aussi besoin d'être soutenus. Parce que souvent, quand tu es entrepreneur, tu es relativement seul, même si tu as un associé ou quoi, tu es dans cette quête, dans l'incertitude. Et je pense qu'il y a beaucoup de ça. Et ça, moi, je comprends déjà parce que j'entreprends. Et beaucoup de mes amis et mon entourage, c'est principalement des entrepreneurs. D'ailleurs, bizarrement, j'ai de moins en moins d'amis salariés. Je ne sais pas pourquoi. Et les entrepreneurs, souvent, c'est ce que je remarque, c'est que, bah, en fait, tu deviens ton milieu, quoi. Tes Ça, amis, c'est de plus en oui, ça, plus c'est dans tous les... des entrepreneurs aussi. Tu t'adaptes dans le milieu dans lequel tu te baignes. Donc, effectivement, comme tu l'as dit, ils ont pas vraiment d'horaire par rapport aux salariés. Et donc, parfois, c'est peut-être plus difficile de se voir. Je ne sais pas. Il y a moins de points communs Ça peut être qui se aussi, créent aussi. ça peut être aussi une chance par rapport au salarié qui doit aller à sa salle de Oui, non, c'est une sport à chance, mais je 18 parle heures. que, par exemple, un salarié change de vie, devient entrepreneur. Il va forcément essayer de rencontrer des gens qui lui ressemblent, entre guillemets. Oui, Euh, qui veut devenir aussi. C'est ça, parce que justement, il y aura, enfin, moi je le remarque aussi, il y a une barrière qui se crée entre tes proches qui sont au salariat et qui ont donc un horaire fixe, etc. Et moi qui essaye aussi à ma manière d'entreprendre. Et je pense que ça crée parfois un vrai fossé en fait entre justement les salariés et les indépendants. Après, enfin, entrepreneurs, pardon. Mais ça veut pas dire qu'effectivement c'est pas possible, mais souvent tu vas vers des gens qui ont la même problématique que toi, je pense. Oui, je crois qu'il y a beaucoup d'incompréhension. Ah non, Quand tu le clairement. vis pas, c'est très Tu as dit, c'est compliqué. beaucoup de stress, d'anxiété. Oui, après, tu peux être un salarié extrêmement stressé Ah, bien et te sentir évidemment. beaucoup mieux en étant entrepreneur. Donc le stress, si tu veux, c'est pas le dénominateur commun ultime. Mais faut comprendre leurs problématiques. Ils ont besoin de soutien. Ils ont besoin d'un certain cadre aussi, ne serait-ce que par rapport à la santé. Et quand tu as, par exemple, une structure vis-à-vis de ce que tu dois faire pour progresser physiquement, par exemple par rapport au sommeil, même si c'est pas toujours possible, quand tu as un sommeil régulier, déjà ça cadre tes journées. Parce que sinon, peut-être que tu vas travailler comme beaucoup, j'en ai vu, jusqu'à 4 heures du matin, et tu te réveilles, il n'y a pas de réveil, tu vois, tu te réveilles
à 13h du matin. Au bonheur, la chance. Et tu vois, ça peut aussi affecter finalement ton chiffre d'affaires, ta productivité. Même ta santé, hein. Évidemment, ta final, santé. Parce que les personnes font souvent ça l'amalgame. dérègle, ouais. D'accord, je me réveille tard, je me couche tard, je me réveille tard, donc j'ai dormi suffisamment, j'ai dormi beaucoup, sauf que la qualité de ton sommeil est moindre. Donc même si tu as dormi 8 heures, potentiellement, si on pouvait le traquer, moi je traque pour certains clients et clientes, tu vois, avec des wearables, que ce soit Whoop ou Ring, leur montre connectée. C'est un outil en plus pour voir où en est leur sommeil. Et ce que je vois, c'est que s'il y a une prise d'alcool, le sommeil est détérioré, le BPM il est plus haut, la température corporelle elle augmente, le sommeil est beaucoup moins profond. Et c'est la même chose quand on mange extrêmement tard, quand on s'entraîne très tard aussi, à haute intensité, quand on est stressé. Enfin bon, ça c'est intéressant de ça. C'est clair que déjà, rien que le fait d'avoir un horaire décalé, ça impacte même ton métabolisme, puisque ça joue sur ton horloge biologique. C'est aussi un sujet en vogue actuellement, en tout cas dans la recherche scientifique. On a vu notamment que, par exemple, les personnes qui faisaient des shifts souvent, ou qui travaillaient de nuit, avaient plus de chances de développer un diabète de type 2, du surpoids, etc. Et donc, effectivement, tu fais bien d'appuyer sur cet aspect sommeil pour la longévité, c'est indispensable. pour la productivité. Prendre en charge une perte de poids sans aborder le sommeil, tu vois, c'est que moi je trouve ça révoltant. C'est-à-dire révoltant qu'on segmente les soins de santé? Bien sûr. C'est que, si tu veux, c'est une certaine expertise, mais voilà, parce qu'on pourrait donner des conseils génériques pour le sommeil, etc. Sauf qu'il faut les adapter à la personne. Il y a peut-être un versant médical dans son problème de sommeil. Je pense notamment aux apnées du sommeil, obstructives. Et on sait que les personnes qui sont en surpoids, comme elles ont la gorge plus grasse, et pour peu qu'elles ont en plus une birétroniacie, c'est-à-dire la mâchoire qui est moins projetée vers l'avant, comme la plupart des personnes aujourd'hui, par ailleurs, eh bien, elles ronflent, elles dorment moins bien, elles s'étouffent dans son sommeil, elles ne comprennent pas pourquoi, elles se réveillent toujours fatiguées. Et ça, encore une fois, ça impacte toute sa vie. Quand tu as un mauvais sommeil, ça impacte toutes tes verticales dans ta vie. Et je pense que tu vis une moins bonne vie. Et d'ailleurs, tu vis moins longtemps. Les travailleurs de nuit, c'est 15 ans d'espérance de vie en moins en moyenne. Donc, si tu veux, tu le payes cher ton travail de nuit, même si c'est peut-être compensé sur le plan rémunération. Pour moi, ça vaut pas le coup de se détruire la santé. Comme tu disais au début de ce podcast, hein, tes actions à un moment T auront une conséquence même dans 20, 30, 40, 50 ans. Hein. On sait, les maladies chroniques, ça se construit pas en une semaine ou en un mois. Donc, il faut se prémunir de ce qu'on peut, sur les choses sur lesquelles on peut agir. Parce qu'effectivement, il y a des choses dans notre environnement, on peut malheureusement pas le contrôler. On en avait déjà discuté lors du premier podcast avec les polluants, etc. On va pas forcément revenir dessus aujourd'hui. Mais du coup, toi, par rapport justement à cet aspect alimentation, quel changement en fait quel type de conseil en fait tu donnes du coup à tes coachés, vu que toi, comme tu l'as dit, tu es plus maintenant sur le versant coach sportif, coaching, accompagnement, suivi. Il y a l'aspect nutrition aussi qui est très présent. Mais de toute façon, c'est une base fondamentale. Oui, ça oui, bien évidemment. Mais justement, quel conseil est-ce que tu parles, je sais pas moi, des aliments ultra transformés? Est-ce que tu as cité tout à l'heure le jeûne intermittent? C'est tout des choses que tu prends en charge? Il faut trouver la meilleure tactique pour la personne par rapport à son objectif. Et l'alimentation ultra transformée, on sait que, en théorie, et d'ailleurs c'est dans les nouvelles guidelines américaines, qui font polémique d'ailleurs. Qui font polémique, où on prend compte que l'alimentation ultra transformée, c'est l'un des vecteurs affectant le plus la santé des Américains. C'est corrélé à beaucoup de maladies chroniques, mais pour certaines personnes qui sont par exemple en état de maigreur, comme j'ai pris en charge l'alimentation ultra transformée ou
modification de la matrice alimentaire. On va aller chercher des textures différentes pour que la personne puisse ingérer davantage de calories, davantage de protéines peut-être, davantage de d'autres nutriments. Ça peut être très intéressant. Et tu le sais comme moi, pour prendre en charge quelqu'un qui est dénutri, mais c'est hyper intéressant l'alimentation ultra transformée. Merci. Parce que si on lui donnait des pommes à ton patient dénutri cancéreux, ça serait effectivement compliqué de... C'est pas possible. Bah oui. Donc, en fait, c'est toujours une question de qu'est-ce qui est le meilleur pour toi à ce moment-là. Et les sportifs, par exemple, ils prennent beaucoup d'aliments ultra transformés, notamment en endurance. Parce que pour pouvoir apporter des quantités de glucose et d'énergie sur une course d'endurance très longue, il n'y a rien de mieux que les gels, quoi. Les gels, les bars, effectivement, c'est vrai que c'est dans la classe des aliments ultra transformés. Non, c'est vrai, j'y avais pas pensé ça que les sportifs d'endurance prenaient autant d'aliments ultra transformés, je t'avoue. C'est vrai que ça m'a étonné un peu de le savoir, mais... Oui, et de sucre ajouté, si tu veux, c'est énorme. Là, on dépasse largement les recommandations de santé, mais c'est en lien avec leur activité. Et puis là, on est encore dans la performance, donc ça n'a rien à voir avec la personne moyenne. C'est pour ça que tu peux pas donner une template de base pour la personne moyenne. Et même les études, on en sort avec les résultats pour l'individu moyen, qui n'existent pas. Je suis pas l'individu moyen, toi non plus. Et donc, si tu veux, oui, suivre les recommandations de santé officielles, c'est mieux. Je recommande personne de le faire, sauf que pour certaines personnes, ce ne sera pas adapté. Oui, bien sûr. C'est comme tu disais, il y a vraiment une personnalisation pour chacun de tes coachings. C'est là-dessus qu'on va. On va vers la médecine de précision, on va vers la médecine individualisée et vers la médecine de la prévention. C'est ce qu'on appelle la médecine 3.0. Et cette prise en charge va pouvoir être développée. De toute façon, c'est même la médecine actuelle. Dans les pays très avancés, ils sont déjà en train de mettre ça en place. C'est que au lieu d'attendre que tu aies ton diabète de type 2, on va te prendre en charge avant que tu aies ton diabète, avant que tu aies même ton prédiabète, en regardant pas seulement ta glycémie à jeun, mais en regardant ta composition corporelle, ta santé métabolique, avec des marqueurs de plus en plus précis. Je pense qu'on peut faire aujourd'hui de belles avancées, et même sur le plan politique, ça fera des énormes économies de santé, parce que combien ça coûte un diabétique ou quelqu'un qui est dialysé parce qu'elle a de l'hypertension artérielle, elle a détruit ses reins, ses néphrons d'année en année, ça coûte extrêmement cher. Et ta vie, elle est... J'ai pas envie de dire ta vie, elle est foutue, mais quand tu es dialysé, tu passes 3 fois 4 heures à l'hôpital par semaine. Et il y a beaucoup de choses que tu peux plus manger. Tu vois, tout ce qui est potassique, etc. Il faut faire très attention. Et quand tes reins ils sont détruits, d'accord, tu es sur la liste de greffe rénale. Bon, bonne chance, tu vas attendre des années. Et tu auras impacté ton espérance de vie, ta qualité de vie. Ça ne veut pas dire que voilà, ta vie elle est gâchée, mais ce que je veux dire, c'est que toutes les personnes qui sont dans cette situation, et si tu veux, qui sont arrivées par des maladies de civilisation, c'est-à-dire des maladies qui n'existaient pas il y a des milliers d'années, diabète de type 2, dans les tribus, il y a des milliers d'années, ça n'existait quasiment pas. On voit dans les siècles précédents que ça existait, surtout chez les aristocrates, les personnes qui avaient les moyens, si tu veux, d'être dans l'opulence alimentaire, de l'alcool, etc. Ok, ils pouvaient développer une obésité et un diabète de type 2, mais ce n'était pas du tout la norme. Aujourd'hui, tu sais que quasiment un Français sur 2 est en état de surpoids. Ouais. Et donc, 17% est obèse, il me semble. Tu es en risque de développer énormément de maladies de civilisation. Cardiovasculaire, hypertension artérielle, diabète de type 2, maladie neurodégénérative, Alzheimer. Et c'est probablement le cancer, qui est augmenté aussi par l'obésité, c'est probablement ce qui va te tuer. Effectivement, ça donne absolument pas du tout envie de poursuivre dans cette voie et de prendre dès maintenant en main votre santé et vos bonnes résolutions
moi, en tout cas, ma résolution de l'année, c'est d'augmenter mon activité physique. Ok, Voilà. super. Ou en tout cas de la maintenir parce que j'ai bien réussi à augmenter justement mes séances de sport tout au long de l'année 2025. Donc j'espère, Bravo. voilà, j'ai déjà bien repris là, la semaine passée. Mais ça se voit, J'étais, tu as changé physiquement depuis 2024. Et Ah ouais, plus... depuis 2024, donc depuis 2 ans. Oui, c'est ça. Ah bah j'ai refait un changement de composition corporelle. Mais effectivement, j'avais perdu peut-être le goût, l'appétence au sport et je l'ai retrouvé. Donc je suis très heureux de pouvoir justement aller dans vers cette situation de meilleure santé, de longévité, comme tu l'as parlé tout au long de ce podcast. C'est épanouissant. Et puis, ça fait tellement du bien de se voir progresser, d'aller vers un mieux-être. Je pense que c'est pour ça que le sport, pour les entrepreneurs, mais pour tout le monde, c'est très important. Parce que peu importe ce qui se passe dans ta vie, sur le plan professionnel, personnel, tu as cette, si tu veux, cette activité intime dans laquelle tu es en train de progresser, dans lequel, tu vois, tu ne seras pas forcément jugé ou dans un état où tu as des grosses responsabilités, etc. Tu es avec toi, tu te fais plaisir, tu progresses, tu sais que tu vas améliorer ton état de santé. Et donc, comme on l'a dit, ça impacte beaucoup de choses dans ta vie. Tu vas te sentir mieux dans ta tête, dans ton corps. Tu gagnes en capacité. Et je trouve que c'est extrêmement important. Sinon, je ne sais pas comment tu pourrais faire pour te vider la tête. Il y a des personnes, tu vois, moi j'aime bien aussi lire. Avant, j'aimais bien le cinéma. J'étais un gros joueur de jeux vidéo. Et il y a des choses que j'ai complètement coupées de ma vie. Par exemple, ça fait presque 10 ans, je joue plus une seule seconde de jeux vidéo. Pourtant, j'étais vraiment un hardcore gamer, tu vois. J'étais top serveur sur League of Legends. Ah ouais. Mais il y avait un choix à faire parce que j'avais commencé le sport. Et tu vois, quand tu as études, en plus je travaillais à côté, et tu joues à un jeu vidéo qui est très prenant, c'est extrêmement prenant les jeux vidéo, à haut niveau, et qu'en plus tu fais du sport, il y a un truc que je voulais couper, j'ai décaché les jeux vidéo. Mais moi, Et figure-toi que j'ai je eu suis très heureux pareil. d'avoir fait ce choix. J'ai fait pareil, j'étais vraiment un gros joueur de jeux vidéo. Bon, moi, pas de MMO pour les connaisseurs, mais de jeux solo et multijoueurs autres. Et c'est vrai qu'avec les études, progressivement, ouais, ça se fait très progressivement, très naturellement. J'ai diminué et puis au final arrêté les jeux vidéo. Et c'est vrai que bah, ça libère énormément de temps. À cette époque-là, je l'allouais au sport, donc c'était Ouais, vraiment bien pour ma santé. Euh, Après, malheureusement, les études ont encore plus pris de la place dans ma vie, donc j'avais justement diminué mon activité physique, j'étais beaucoup plus sédentaire. le problème de ces activités-là, le cinéma, les jeux vidéo, même la lecture, etc., c'est que ce sont des activités extrêmement sédentaires. Donc si tu veux, pour moi, il fallait un antagoniste à mon activité, mon travail, mes études qui étaient sédentaires, avec quelque chose d'actif. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait le diplôme de nutritionniste et coach sportif, parce que je voulais trouver cet équilibre pour ma santé, pour mon corps. Et je me suis pas mis sur des hobbies sédentaires. Mais du coup, pour conclure ce podcast, euh, toi, quels sont tes prochains projets? Alors, ben, c'est aussi dans mes résolutions, donc j'aimerais bien effectivement lancer en 2026 des événements en nutrition. Donc j'y réfléchis déjà depuis un certain temps. Je ne sais pas encore comment ça va se mettre en place. Je pense que je vais faire une sorte de petit test dans ma ville sur l'île, par rapport à un petit projet un peu plus petit. Parce qu'à la base, c'est vrai que je parlais vraiment de journée d'études, mais là, je pense que ce sera plutôt, je ne sais pas si on peut appeler ça une matinée ou une soirée, mais voilà, en tout cas, j'ai envie de lancer ça en 2026 avec ben, plein d'invités que, que j'ai eu la chance notamment d'avoir sur mon podcast. Donc, bien évidemment, je te tiendrai au courant, Tristan, si tu veux passer à Lille pour refaire une conférence ou un séminaire sur la longévité, ce serait avec plaisir. Et donc, ben, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. N'oubliez pas pour me soutenir de vous abonner. C'est gratuit et vraiment ça aide à la visibilité de ce podcast et ça permet de tourner des épisodes en studio comme aujourd'hui je l'ai fait avec Tristan à la capsule. Et on se dit à la prochaine. À bientôt. Merci Arthur.